Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième numéro du JT de la télé de cette saison 6. Très heureux de vous retrouver et merci de votre fidélité sur les deux premiers épisodes. Au sommaire cette semaine, dans le top flop, on évoquera Quelle époque, 100% logique et Zone évasion. Dans les petites news à picorer, on parlera du documentaire événement trans unique en leur genre. On parlera également de la carte au trésor junior qui arrive bientôt, du Late Show de Alain Chabat sur TF1 et enfin d'une toute nouvelle émission d'humour sur Énergie 12. Dans le focus, on abordera le conflit TF1 Canal+, où en est-on de cette affaire médiatique. On vous dit tout dans un grand point au tout milieu de cette émission. Sans oublier comme chaque semaine, les gros dossiers de la semaine. Au sommaire cette semaine, HPI aura droit à un remake aux États-Unis, la fusion TF1 et M6 qui a échoué, et enfin le tout nouveau jury de The Voice. Tous les sujets sont minutés dans la description et en bas de votre écran, alors comme ça vous pouvez avoir directement votre sujet qui vous intéresse. Et sinon, on est parti juste après le générique. C'est parti, générique! Et comme à chaque épisode du JT de la télé, on commence par le top flop de la quinzaine. Quelle émission a fonctionné, laquelle a eu beaucoup moins de chance niveau audience? On parle et on débrief, c'est parti, c'est le top flop. Au sommaire, cette semaine, on va parler de Quelle époque, le tout nouveau talk show du samedi soir de France 2, présenté par Léa Salamé, en compagnie de Christophe Dechavanne et de l'humoriste Philippe Cavrivière. Résultat, 1,1 million de téléspectateurs étaient au rendez-vous, soit 17,4% du public. Entre 23h30 et 1h40 du matin, il fallait s'accrocher. Les invités étaient Jean-Luc Mélenchon, ou encore Yann Moix, Nicky Doll, ou encore le père Mathieu, très populaire sur TikTok notamment. Reste malgré tout à confirmer cette belle performance dans les prochains samedis à suivre. Autre performance samedi, toujours sur France 2, en prime cette fois, le nouveau jeu de Cyril Ferraud 100% logique qui a cartonné avec 2,7 millions de téléspectateurs au rendez-vous, soit 14,9% du public, mais surtout 19,5% du public sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, une cible que France 2 a du mal à fédérer, en dehors de Fort Boyard malgré tout. En tout cas, côté flop, l'émission qui a eu beaucoup moins de chance cette semaine, c'est Zone Évasion, le magazine de M6 le samedi soir, toujours présenté par Ophélie Meunier, qui a pas beaucoup convaincu ce samedi, avec seulement 842 000 téléspectateurs au rendez-vous, soit 4,7% du public, et 7,5% du public sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Même sur cible, l'émission peine à trouver son public. La semaine dernière, 1,2 million de téléspectateurs étaient pourtant au rendez-vous. Voilà donc pour ce top flop de la quinzaine. On va passer maintenant aux petites news à picorer, toutes ces petites infos dont on ne savait pas quoi faire, mais qu'on était obligé de vous parler. C'est dans les petites news à picorer. C'est parti! Le jeudi 6 octobre à 21h10, M6 consacrera une soirée continue à la transidentité. Dès 21h10, les téléspectateurs découvriront le portrait de 3 personnes transgenres, Emma, 63 ans, Aléa, 34 ans et Zach, 18 ans. Réalisé par Delphine Signé, ce film retrace, je cite, 3 chemins de vie face à la transidentité, a expliqué la productrice du documentaire, Karine Le Marchand. Dans la foulée, à 22h55, l'animatrice animera le débat Enfant transgenre, que faire ? La présentatrice de L'amour est dans le pré sera entourée de Zach, témoin du documentaire, Serge Effez, psychanalyste et soutien de la cause trans chez les jeunes, Solange, maman d'une fille trans et contre la transidentité chez les mineurs, et Blandine, créatrice du podcast Rebelle du genre et très critique sur ce qu'elle appelle le phénomène transgenre. À l'occasion de sa soirée de rentrée organisée il y a quelques jours, le groupe Énergie a annoncé une nouvelle émission d'humour à découvrir dès le mois de novembre sur Énergie 12 en prime time. Cette dernière s'appellera Les Masters du Rire, qui sera une adaptation télé des Open du Rire, un rendez-vous diffusé chaque mois sur Rire et Chanson, radio appartenant au même groupe. Ce rendez-vous d'humour proposera de découvrir de nouveaux talents et accueillera également des humoristes confirmés. Le programme sera présenté par Bruno Robles, qui signera ainsi son retour sur le petit écran, lui qui en était absent depuis 10 ans, après un dernier passage sur Direct 8 pour présenter Le Millionnaire.
Depuis 2016, il officie sur Rire et Chanson aux commandes du Morning du Rire entre 6h et 10h. C'est une première dans la longue histoire de la carte au trésor qui a été créée en 1996 sur France 3. Le jeu aux célèbres hélicoptères rouges et bleus va avoir droit à une déclinaison spéciale pensée pour les juniors. Plusieurs régions dont l'Oise ont déjà été sollicitées pour accueillir le tournage, dont le coup d'envoi devrait être donné dès le mois d'octobre. Ce nouveau format sera produit par 99% Média, déjà aux commandes du jeu d'origine. Mais présence d'enfants oblige, il n'y aura pas d'hélicoptère. À la place, les candidats emploieront des moyens de locomotion qui leur sont familiers, tels que des trottinettes, des skateboards ou encore des vélos, afin de résoudre les énigmes qui font la marque de fabrique du jeu. La carte au trésor version junior ne devrait pas être diffusée sur France 3, mais seulement sur l'offre numérique de France Télévisions au coup. Reste une inconnue la présence ou non d'un animateur pour guider les participants. En tout cas, il ne s'agira pas de Cyril Ferraud, occupé par les tournages de Slam et de tous ses autres jeux. Il y a quelques jours, TF1 a révélé dans une courte séquence mise en ligne sur les réseaux sociaux, rappelant une récente vidéo de Charles III signant un livre d'or à Belfast, l'arrivée d'un last show avec Alain Chabat. Dans un communiqué, la Une précise qu'elle proposera une série d'émissions exceptionnelles avec le comédien, sans détailler toutefois leur contenu ni leur date d'arrivée à l'antenne. Diffusé à 23h, ce nouveau programme sera baptisé le Late Show avec Alain Chabat pour une salve d'une dizaine d'émissions pendant la Coupe du Monde 2022. Il sera produit par R&G Productions, la société derrière le retour à succès de Burger Quiz en 2018 sur TMC. Ce n'est pas la première fois que TF1 essaye un Late Show, du nom de ces émissions tardives et divertissantes prisées aux États-Unis. En 2001, Jean-Pierre Foucault avait présenté On vous aura prévenu ou encore Ce soir avec Arthur, testé sur Comédie Plus avant d'arriver sur la Une en 2013 et qui avaient toutes deux été arrêtées à cause des audiences décevantes. Voilà pour ces petites news à picorer. Qu'en avez-vous pensé? Dites-nous tout ça dans les commentaires, on vous lira bien évidemment. Et on passe maintenant au focus, c'est notre gros dossier de ce JT de la télé, le conflit TF1 Canal+. Où en est-on de cette affaire? On fait un gros point. Et justement, depuis le mois de septembre, Canal+ a décidé de couper le signal de TF1 et de toutes les chaînes du groupe. Mais du coup, pour quelle raison? On fait un grand point sur le feuilleton médiatique de la rentrée qui intéresse évidemment tous les intéressés et les professionnels du secteur, mais aussi les téléspectateurs qui subissent cette situation. Alors, où en est-on de l'affaire? C'est parti pour le focus de la semaine. Depuis le 2 septembre dernier, les chaînes du groupe TF1, donc TF1, TMC, TFX, TF1 Série Film, LCI ainsi que le service MyTF1 ne sont plus distribuées par Canal+, à cause d'un désaccord financier autour du renouvellement du contrat de distribution qui liait les deux parties depuis fin 2018. Cette année-là, les deux acteurs s'étaient déjà affrontés concernant la négociation de leur contrat, mais cela n'avait duré qu'une seule semaine, période à l'issue de laquelle Canal+ avait décidé de rétablir le signal des chaînes concurrentes, partant du constat que, je cite, la diffusion des chaînes gratuites restait gratuite. Mais le 2 septembre dernier, les abonnés de Canal+, qui essayaient de zapper sur une des 5 chaînes du groupe TF1, découvrent un écran noir qui, accompagné d'un message, leur expliquant en 3 paragraphes que, je cite, le groupe TF1 a manifesté sa volonté de revoir profondément ses exigences commerciales à compter du 31 août 2022. Des exigences qualifiées d'infondées, de déraisonnables, expliquent que le groupe Canal+ est contraint de renoncer à la diffusion de ces chaînes. Dans la foulée, le groupe Canal+ dégaine également un communiqué de presse pour dénoncer, je cite, la position dominante de TF1 et anticipe déjà un conflit de longue durée en évoquant la perspective de la Coupe du Monde de football dont le coup d'envoi est attendu pour le 20 novembre prochain et qui pourra être suivi via beIN Sport qui détient l'intégralité des droits de la compétition, là où la première chaîne ne proposera que les 28 meilleures affiches. Du côté de TF1, un message est publié sur le compte Twitter officiel de la chaîne pour expliquer aux téléspectateurs comment continuer à recevoir ces chaînes. Dans un communiqué de presse, TF1 rappelle qu'un accord de distribution a déjà été trouvé, je cite, par l'ensemble des distributeurs Free, SFR, Bouygues Telecom, Orange, Molotov et Salto. Au total, 5,4 millions de foyers français sont concernés, dont 1,8 million sont situés en zone blanche.
Le 3 septembre, à 9h01, les audiences de la journée de vendredi tombent et le verdict est sans appel pour TF1. De nombreux rendez-vous déplorent des baisses d'audience. Sur l'ensemble de la journée, TF1 affiche une moyenne de 17% du public, alors qu'elle était à 18,7% le vendredi précédent. Pour rappel, Canal+ représente entre 12 et 15% de son audience globale. Le même jour, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, se fend d'un courrier adressé à Maxime Saada, le patron de Canal+, dans lequel elle adresse son sens des responsabilités et de l'intérêt général pour éviter de priver des centaines de milliers de foyers de la réception de l'intégralité des chaînes de la TNT. La membre du gouvernement fait référence à l'offre TNT Sat, assurée par Canal+, qui permet aux Français résidant en zone blanche de recevoir les chaînes de la TNT. Le premier week-end de crise est douloureux pour TF1, puisque le 20h est doublé à 2 reprises par celui de France 2, le vendredi et le samedi. Le conflit entre les deux parties se déporte maintenant sur le terrain judiciaire. TF1 assigne le groupe crypté en tribunal de commerce en référé pour obtenir le rétablissement du signal des chaînes de TF1. Le même jour, Canal+ assigne le groupe de Gilles Pélisson devant le tribunal de commerce de Nanterre, notamment pour abus de position dominante concernant les conditions d'un nouvel accord de distribution. Les sites médias qui relayent les audiences de la veille, sans faire mention du conflit entre TF1 et Canal+, ont le don d'irriter la première chaîne qui prend le parti désormais d'indiquer à la fin de chacun de ses tweets d'audience la mention, je cite, « Malgré l'impact de nos audiences dans la coupure Canal+ et TNT Sat ». Le 17 septembre dernier, dans un clip mis en ligne sur les réseaux sociaux, TF1 mobilise Anne-Claire Coudray, Marie-Sophie Lacaro, Jean-Luc Reichmann, Denis Brognard ou encore David Pujadas pour expliquer au public comment continuer à recevoir les chaînes du groupe TF1, notamment en scannant un QR code pour découvrir les solutions proposées. De son côté, Cyril Hanouna sur C8, chaîne du groupe Canal+, n'hésite pas à parodier ce clip dont touche pas à mon poste avec ce message final délivré par l'animateur, je cite « Nous demandons expressément au groupe Canal+, de ne surtout pas rétablir la diffusion des chaînes du groupe TF1 ». Même si le ton se veut léger, le message lancé a le mérite d'être clair. Le 22 septembre, le tribunal de commerce de Paris déboute TF1 de sa demande concernant le rétablissement du signal dans les zones blanches via le service TNT Sat. Dans son argumentaire, le tribunal de commerce s'appuie sur les déclarations de l'Arcom indiquant ne pas avoir de levier juridique pour remédier à la situation et retient qu'il n'existe, je cite, aucune obligation légale ou réglementaire. TF1 annonce donc faire appel de cette décision et annonce alors une campagne d'envergure dans l'ensemble de la presse régionale, sur les radios locales et sur les réseaux sociaux, en ouvrant une assistance téléphonique pour accompagner les téléspectateurs. Et vous, que pensez-vous de cette situation, de ce focus? Que pensez-vous êtes-vous même bien tributaire de la situation? Êtes-vous bien coupé des chaînes de TF1? Et quelle situation avez-vous trouvé? Dites-nous tout ça dans les commentaires, on vous lira, bien évidemment. Et on termine comme chaque semaine par les gros dossiers de la semaine. Et cette semaine, on commence par HPI, la série phénomène de TF1 qui va s'exporter aux États-Unis pour un remake. En effet, si c'est pas la première fois que la série s'exporte à l'étranger, c'est la première fois qu'elle s'exporte aux États-Unis. On fait le point sur tout ce qu'on sait de cette version américaine. C'est parti! Selon Deadline, la série française à succès HPI, diffusée sur TF1, aura le droit à un remake aux États-Unis. La société de production Newen Connect a signé un accord avec ABC Signature, soutenu par Disney Television Studios. Les droits de la fiction avaient déjà été cédés dans plus d'une centaine de territoires à travers le monde. ABC Signature est déjà en train de plancher sur le script de l'adaptation et cherche un showrunner et un casting. Rodolphe Buet, directeur général de Newen Connect, indique, je cite, « HPI a été un incroyable succès international en tant que fiction en français et a convaincu le public dans le monde entier. Nous ne sommes donc pas surpris qu'il y ait un appétit pour une adaptation en langue anglaise. Nous avons tout simplement été époustouflés par l'enthousiasme des équipes créatives d'ABC Signature et leur sens de la collaboration avec les producteurs français. » Pour rappel, HPI raconte les aventures de Morgane Alvaro, une mère de famille à haut potentiel intellectuel qui vient en aide à la police pour résoudre les enquêtes criminelles.
La série est rapidement devenue un phénomène. Diffusée sur TF1 lors de la période du couvre-feu en 2021, la saison 1 avait fédéré en moyenne et en audience veille 9,6 millions de téléspectateurs pour une part de marché de 41,7% du public. La saison 2 proposée en mai dernier avait séduit 8,1 millions de fidèles, des audiences records qui sont les plus puissantes de la télévision à l'heure actuelle, hors du foot évidemment. Des scores qui ont évidemment poussé TF1 à commander une troisième saison qui verra très prochainement le jour sur TF1. On poursuit toujours un petit peu sur TF1 avec le projet de fusion entre justement TF1 et M6 qui a échoué. Retour sur l'échec commercial de la rentrée, c'est parti. Dans un communiqué publié le 16 septembre 2022, les deux groupes de télévision TF1 et M6 ont annoncé l'abandon de leur projet de fusion. Ce dernier précise, je cite, « Cette décision intervient après l'audition des parties par le Collège de l'Autorité de la Concurrence les 5 et 6 septembre derniers pour défendre l'intérêt et la nécessité de l'opération, puisque seuls des remèdes structurels concernant à minima la cession de la chaîne TF1 ou de la chaîne M6 seraient de nature à permettre l'autorisation de l'opération, les parties ont conclu que le projet ne présentait plus aucune logique industrielle. Les parties déplorent que l'autorité de la concurrence n'ait pas pris en compte l'ampleur et la vitesse de la mutation du secteur de l'audiovisuel français, expliquent ainsi les 4 entités dans leur communiqué ce vendredi. Elle reste convaincue que la fusion des groupes TF1 et M6 aurait été une réponse appropriée aux défis découlant de la concurrence accélérée avec les plateformes internationales. Conséquence directe de l'échec de la fusion, les actionnaires de TF1 ont décidé de remplacer le PDG Gilles Pélisson. C'est Rodolphe Belmer, l'ancien patron de Canal+, qui prendra ses fonctions de directeur général en février 2023, après l'approbation du conseil d'administration de TF1. Rodolphe Belmer avait été évincé de Canal+ en 2015 à la suite de l'arrivée de Vincent Bolloré à la tête du conseil de surveillance du groupe. Il dirigeait la chaîne cryptée depuis 2003. Il a ensuite été directeur général de l'opérateur satellite Eutelsat Communication et directeur général du groupe informatique Atos jusqu'en juillet dernier. Dans un communiqué de presse envoyé par TF1, Gilles Pélisson se félicite de l'arrivée de Rodolphe Belmer et lui souhaite plein de succès dans ses fonctions. Rodolphe Belmer se dit lui très heureux de rejoindre un groupe que j'admire et que les équipes de classe mondiale. Gilles Pélisson va conserver toutefois dans l'intervalle une présidence non exécutive. Il va rejoindre ensuite le groupe Bouygues en tant que directeur général adjoint de la charge des médias et du développement. Il était PDG de TF1 depuis 2016. Lancé en mai 2021, ce projet de fusion ne verra donc jamais le jour, tout comme la revente de TFX ou encore W9 qui était un temps envisagé pour correspondre au marché. En tout cas, aucun de ces deux rachats ou de cette vente ne se fera. C'est donc une décision qui est actée et qui est définitive. Et on termine ce JT de la télé définitivement toujours sur TF1 avec le toute nouvelle saison de The Voice Kids qui bat actuellement en plein sur TF1, ça vous le savez, c'est tous les samedis. Mais la chaîne TF1 a révélé il y a quelques jours sur TikTok les noms des tout nouveaux jurys de la version adulte de The Voice. Alors qui sont-ils? C'est parti, on fait le point. En effet, il y a quelques jours sur le compte TikTok de TF1, Nikos Aliagas a révélé le nom des prochains coachs de la saison 12 de The Voice. Ils auront la lourde tâche lors de la prochaine édition de déceler le nouveau talent de la chanson française. La saison dernière, les chanteurs de The Voice avaient le choix entre Amel Bent, Marc Lavoine, Vianney et Florent Pagny. Pour la première fois, une coach secrète avait vu le jour, Nolwenn Leroy, qui avait pour mission de repêcher des candidats éliminés au cours de l'émission. La saison 11 avait également été marquée par l'annonce du cancer du poumon de Florent Pagny. Pour cette saison 12 de The Voice, les fans du programme retrouveront Amel Bent, présente dans le show depuis 3 saisons. Elle sera accompagnée de Vianney, coach du télécrochet depuis la saison 10. Cette nouvelle édition signera par ailleurs le retour de Zazie, absente depuis la saison 7 de The Voice. Elle avait cependant participé à la version All-Star l'année dernière. Enfin, les deux frères rappeurs Big Flo et Oli seront les 2 derniers coachs. Le tandem vaudra par contre pour un seul coach. Le duo avait par le passé déjà été coach, mais cette fois dans la version belge de l'émission.
Côté audience, la saison 11 du concours de chant avait été diffusée au premier trimestre 2022 et qui avait été suivie en moyenne et en audience vieille par 4 millions de téléspectateurs, soit 19,9% du public. L'année dernière, la saison 10 avait quant à elle fédéré en période de restriction, donc c'est pas tout à fait comparable, avec 5,3 millions de téléspectateurs en moyenne, soit 25% du public. En tout cas, TF1 compte bien remonter ses audiences avec ce tout nouveau jury plutôt insolite et en tout cas très nouveau et très jeune surtout. Donc c'est le nouveau jury de The Voice cette saison. Voilà, j'espère que ce tout nouveau numéro du JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter avec toutes les infos qui vous ont le plus marqué, à le partager sur tous vos réseaux sociaux. D'ailleurs, tous mes réseaux sociaux à moi sont dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre pour être au courant de toute l'actualité télé tous les jours. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et en tout cas, on se retrouve nous très vite pour une toute nouvelle vidéo inédite. Alors à très bientôt, ciao ciao!